dans cette 4e partie consacrée aux frères Dardenne, nous allons parler de la révélation, la promesse et l'explosion Rosetta, qui sont les 2 films qui marquent réellement le début de la reconnaissance des Dardennes, et surtout l'affirmation d'un style radical, d'un langage âpre et d'un regard dont la pertinence fera l'intérêt du cinéma des Dardennes. Alors, pour se concentrer sur la promesse, c'est un film qui est sorti en 1996 et qui raconte l'histoire d'Igor, qui est incarné par un jeune Jérémy Régnier, qui est un personnage de 15 ans, qui est passionné de karting et qui trempe innocemment dans les combines de son père Roger, qui exploite la main-d'œuvre immigrée. Jusqu'au jour où un travailleur africain fait une chute et fait promettre à Igor de s'occuper de sa famille avant de mourir. Commence alors pour ce dernier le lent éveil de la conscience morale, mais pourra-t-il trahir son père ? Alors Luc Dardenne dit à propos du film, La Promesse est le premier film qu'on a fait exactement comme on le voulait. On s'est intéressé aux choses de la manière dont on voulait s'y intéresser, on a tourné comme on voulait tourner, avec ceux avec qui on voulait tourner. Je trouve que ça c'est très important puisque on a parlé jusqu'à présent des documentaires et des premières fictions des Dardennes, dont les limites étaient justement que les Dardennes n'étaient pas encore parvenus à atteindre vraiment ce qu'ils visaient, c'est-à-dire un cinéma de la radicalité absolue, etc. Notamment avec Falch et les films dont on a parlé dans l'épisode précédent, je vous envoie à YouTube, ils sont dessus. Et à partir de ce film, et Luc Dardenne le dit, les frères Dardenne vont imposer leur cinéma et surtout imposer leur style, leur regard, qui est une vraie philosophie du cinéma. Puisque le film La Promesse, au-delà de ce scénario, se positionne comme une méditation autour d'un dialogue extrait des frères Karamazov de Dostoïevski. Le film repose en fait sur cette idée, le dialogue, je peux vous le lire d'ailleurs, c'est: comment peux-tu être plus que tout coupable devant tous ? Il y a des assassins, des brigands, quelle faute as-tu commise pour t'accuser plus que tous ? Personnage répond: ma chère maman, ma joie adorée, sache que chacun est coupable devant tout, pour tous et pour tout. Je ne sais comment te l'expliquer, mais je sens que c'est ainsi, cela me tourmente. On a vraiment cette idée de tourmente, en fait, d'obsession et de poids du passé, du poids des actes. On a, avec La Promesse, véritablement le récit de l'apparition de la conscience morale chez le jeune personnage incarné par Jérémy Régnier, qui d'ailleurs n'était pas acteur à l'époque, et on a aussi cet élément, sur lequel on reviendra avec Rosetta, d'acteurs non professionnels qui viennent incarner quelque chose qui est au-delà de l'ordre du personnage. On a également une résonance avec l'actuelle situation de l'Europe face aux vagues migratoires, qui était déjà d'actualité quand le film est fait en 96, puisqu'il est déjà très en phase avec des choses de son époque, et aussi les réactions face à ces migrations en fonction des couches sociales, puisque la notion de classe sociale est très importante chez les frères Dardenne dans leur scénario. Et au final, ce que filment les frères, ce n'est pas une anecdote d'un père qui va faire des magouilles avec son fils, ou une grande histoire, mais véritablement un morceau de vie. Et un morceau de vie qui est retranscrit de façon la plus authentique possible, comme presque filmé à la volée, au passage. La caméra est presque une caméra du hasard. Elle est hésitante, tremblante et au plus proche des corps et des émotions, et c'est ça qui importe. Et étonnamment, dans La Promesse, on n'est pas encore au stade de radicalité qui suivra. On a encore quelques balbutiements, quelques éléments que les Dardennes vont évacuer pour aller encore plus vers ce qu'ils veulent faire de la façon la plus absolue. Comme par exemple, voilà, dans La Promesse, on a à un moment un point de vue subjectif du personnage d'Igor qui va observer la femme du travailleur africain qui est décédé, et on a vraiment une caméra subjective qui va observer le personnage. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aura plus du tout chez les frères Dardenne, puisqu'on n'a plus de subjectivité de la caméra. Au contraire. Donc, on peut voir La Promesse comme le début de quelque chose, avec encore quelques éléments qui ne sont pas en proximité totale avec un film comme Rosetta, qui sort en 1999. Rosetta, qui est donc le protagoniste principal du film, qui est une jeune femme de 18 ans qui a perdu son emploi en usine en fin de période d'essai. Mise en colère par l'annonce de son licenciement, elle se rebelle et la police est obligée de l'évacuer. Déprimée, pauvre, vivant dans sa roulotte avec sa mère alcoolique, Rosetta va mener des jours durant une guerre sans relâche pour retrouver du travail. Elle lutte contre sa mère. Elle trouve un autre emploi, le perd et le retrouve. Elle est obsédée par la peur de disparaître, par la honte d'être une déplacée. Elle voudrait une vie normale, comme les autres, parmi eux.
Vous le comprenez, c'est un film âpre sur une réalité sociale qui est celle du travail. Et il y a une notion que je trouve très importante dans ce synopsis, qui est une idée fondamentale qui est développée dans le livre que je vous recommande, qui est Au dos des images, volume 1, qui est donc un ensemble d'extraits de carnet de Luc Dardenne, dans lequel il explique la jeunesse de beaucoup de ses films. Et pour préparer ces dossiers, c'est un livre, 2 livres sur lesquels je me repose énormément. Et dans le travail préparatoire de Rosetta, Luc Dardenne présente ce personnage, enfin son frère aussi, Jean-Pierre aussi, est là-dedans, mais c'est Luc qui écrit que Rosetta est une guerrière. C'est un personnage qui est en guerre. Contre quoi? On sait pas trop, c'est des choses qui changent aussi pendant l'écriture du scénario, mais c'est un personnage en guerre. Rosetta est une guerrière. Rosetta est un personnage, et même plus qu'un personnage, on le verra, de guerrier. Le film remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes, et le prix d'interprétation féminine pour Émilie Duquesne, qui n'était pas actrice, qu'il est devenue après. Elle est d'ailleurs au cinéma en ce moment dans un film Maman avait tort. Et alors, on va écouter un petit son, parce que, évidemment non, mais cette Palme d'Or n'était pas du goût de tous. Rosetta de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Une Palme d'Or inattendue s'il en est, la première en tout cas pour la Belgique. Loin des strass et des paillettes, le jury du 52e festival a couronné un film âpre, un drame social proche du documentaire. Je vais essayer d'être aussi simple que le film qu'on a essayé de faire. Et je vous remercie beaucoup d'avoir aimé Rosetta. Rosetta qui vaut également à sa comédienne Émilie Dequesne le prix d'interprétation féminine. C'est difficile, pardon. Je reprends mon souffle, une seconde. Là déjà, je voudrais embrasser ma famille qui doit certainement voir à la télévision. Un prix décerné ex aequo à une autre comédienne non professionnelle, Séverine Canel, interprète du second triomphateur de la soirée, L'Humanité de Bruno Dumont, également grand prix du jury et dont le comédien Emmanuel Chotet obtient le prix d'interprétation masculine. Ce qui est important, c'est que ce cinéma-là existe encore, cette espèce de folie qui font que les cinéastes sont des hommes qui marchent devant les publics et pas derrière, et qui inventent des mondes et qui tendent les mains aux spectateurs. Moi, c'est le palmarès le plus absurde que j'ai vu à Cannes. Je ne comprends rien. En fait, on avait tout fou dans nos prédictions, mais et pour cause, parce que vraiment, je crois que le jury s'est complètement gouré. Il me semble que c'est un cauchemar à la Cronenberg. Je suis très consterné, même. Surtout pour les comédiens. Je pense pas que dans les films qui ont été primés, il y en a qui vont vraiment sortir les gens de chez eux pour leur donner envie d'aller au cinéma. Exception faite pour Pedro Almodovar, prix de la mise en scène et pourtant plébiscité par les spectateurs et les critiques. Alors après, ce petit document de France 3 parle du reste du palmarès, mais vous l'avez entendu, Rosetta fait un effet très fort quand il est diffusé à Cannes, à tel point que les critiques, qu'on voit, qu'on devine très très loin des objectifs des Dardennes, sans faire de procès d'intention, presque ne comprennent pas le film au final. Et c'est Cronenberg qui décerne la Palme d'Or, et puis on connaît aussi le goût pour la provocation et pour la radicalité, surtout de Cronenberg, et donc cette récompense est importante. Et le reporter le dit très bien, et en même temps très mal. C'est-à-dire que le film, effectivement, est radical, il est âpre, et en apparence très cruel. Et vraiment, je pense que c'est Rosetta qui fait exploser le projet des Dardennes en plein jour. Vraiment le projet cinématographique au sens large, c'est-à-dire le projet de leur œuvre, avec une conviction assez incroyable. On comprend ici l'attachement des frères à leurs personnages, toujours plus complexes qu'il n'y paraît. Moralement, les personnages sont très violents. Rosetta est très violente moralement. C'est très compliqué de s'attacher à elle. Ils sont totalement imprévisibles et totalement réalistes. C'est les personnages qui sont réalistes. C'est pour ça que je crois vraiment que le reporter et beaucoup de gens qui écrivent sur les Dardennes ne nuancent pas assez le rapport au documentaire des Dardennes. Je pense que ce qui est le plus réaliste chez les Dardennes, c'est pas leur style, etc., qui au contraire est très fabriqué. Ce qui est très réaliste, c'est l'écriture. Et l'écriture, c'est une écriture des personnes. Puisque je crois que dans leur cinéma, c'est les corps des comédiens qui sont vecteurs du rapport au monde, et l'esprit de ces personnages est lui-même le prisme de lecture d'une société donnée. Et à partir de là, le film devient une sorte de regard, presque une étude sur le monde qui est ici filmé et donc dépeint. On n'a pas une mise en scène à proprement parler, c'est-à-dire de mettre en scène le monde, mais plutôt on a quelque chose qui va ausculter même, non, c'est ausculter, justement il met pas de côté, il ausculte le monde au plus proche de ce qu'il est, à travers ses corps et ses yeux, c'est-à-dire les esprits des personnages.
Et on reviendra vraiment en détail dans les prochaines semaines sur cette idée que ce qui est réaliste chez les Dardenne, ce n'est pas tant leur style, qui finalement révèle la présence de la caméra par ses mouvements, etc., qui se veulent certes proches du regard humain, notamment avec l'utilisation des objectifs qui sont toujours les mêmes, je crois que c'est 1,50 et qui est toujours très proche de la vision humaine, mais vraiment c'est l'écriture des personnes, c'est-à-dire des personnages qui deviennent personnes grâce aux comédiens qu'ils choisissent. Et à partir de Rosetta, on a vraiment l'affirmation d'une ambition, d'un projet cinématographique et d'un style. Et alors, si il faut tordre un certain nombre d'idées reçues, il y en a une première que j'aimerais tordre à partir de ces deux films, c'est la musique chez les frères Dardenne, qui certes est rare, mais pas absente. Et elle est même très importante dans les deux films. La musique est toujours intradiégétique, je pense qu'on en reparlera quand on parlera de 2 jours une nuit avec Petula Clark, enfin pas avec Petula Clark, avec Guillaume, mais on parlera de Petula Clark dans les Dardennes, et peut-être pourquoi pas avec Petula Clark qu'on avait déjà reçu, mais la musique est toujours intradiégétique et apparaît dans des moments clés. La mort d'Amadou par exemple, le karaoké dans La Promesse et la danse avortée dans Rosetta. Je vous renvoie au film vraiment pour étudier ça précisément. La musique vraiment est utilisée comme une part de la vie avec un spectre d'émotions aussi large que ce qu'on peut ressentir dans la vie elle-même. C'est-à-dire que la musique va tantôt faire exploser un moment de joie ou de peine, mais toujours très intense. C'est-à-dire que la musique intervient vraiment dans des pics d'intensité de l'un ou l'autre des émotions, c'est-à-dire voilà, soit très joyeux, soit très triste, dans les films. Donc on ne peut pas exclure la musique du cinéma des Dardennes. Au contraire, il faut, quand on étudie les films, il faut soit voir les récurrences, soit les ruptures. Et c'est vrai que la musique, quand elle apparaît, elle est tellement rare qu'elle est en rupture. Alors c'est intéressant de l'étudier, il faut justement ne surtout pas la mettre de côté. Les deux films révèlent également la place des enfants et de la jeunesse dans le cinéma des frères Dardenne, à savoir centrale. On a vraiment cette idée d'innocence, de conscience et de compréhension qui est en construction. L'approche est donc plus pure de la réalité, une réalité qui est rude, la réalité presque rude du capitalisme, à travers le regard des enfants. Et donc ce regard amène une espèce de purification du cadre qui, comme les personnages, explore, tâtonne et comprend le monde au fur et à mesure et a du mal finalement à l'appréhender. Ces enfants sont aussi une forme de courage symbolisé, une espèce d'incarnation du courage. Ce sont des combattants, comme Rosetta, je le disais, qui ne cessent de courir, de fuir, d'avancer, d'ouvrir des portes que même la caméra ne peut pas traverser. Je vous envoie à la séquence d'ouverture. Les personnages des Dardennes sont des guerriers contre un ennemi invisible et bien plus violent qu'eux. Même si parfois leur choix semble douteux et même répréhensible, il est important de se demander au nom de quoi ils les font. Et aussi de se demander ce qui les pousse à faire ces choix à ces choix qui ne sont pas plus dramatiques finalement que les situations dans lesquelles ils sont. C'est la parfaite illustration, je trouve, du déséquilibre social, illustré et même métaphorisé ici à travers un réseau de situations qui s'apparente à un scénario, mais qui est bien plus que ça. On a également la cigarette, l'argent, etc., qui sont autant d'éléments, d'objets qui constituent des transactions au centre des séquences, qui constituent les actions. Car oui, d'une certaine manière, le cinéma des Dardennes est un cinéma d'action. C'est-à-dire que les actions fondent le récit. C'est ce qui fait avancer les personnages plus que les dialogues. Le corps actif des personnages qui est fait pour survivre dans un monde amoral fait que la parole s'affaiblit et elle est réduite à la simple communication, elle-même très difficile dans les films entre les personnages. Finalement, le dialogue est purement réaliste ici et aussi purement fonctionnel et en tout cas très très froid. On a également l'apparition de Benoît Dervaux, sur lequel on reviendra dans les prochaines semaines, au cadre en fait, qui va vraiment cadrer les films des frères Dardenne, qui devient véritablement l'homme caméra central dans le travail de l'image, du cadre et de la façon de filmer ses corps et ses actions. On reviendra donc sur la méthode de tournage des Dardennes qui est très intéressante. On reviendra également sur le son et sur le montage, notamment dans l'idée d'une proximité rude, violente, pour un spectateur qui doit toujours être actif face au film, dont le corps prend lui-même part au film, le corps du spectateur. L'inspiration réelle n'est pas vraiment celle du documentaire, mais plus de la réalité. Et c'est celle-là qui fonde le cinéma des frères Dardenne. Ils cherchent à capter des tranches de pure réalité. Le film se voit comme un moment de vie. Il donne à voir ou à imaginer ce qui se passe avant et après le film à travers des détails, des objets, des cadres de vie, etc. Et en cela, on est proche du réel, car cela donne une amplitude à leurs films qui sont loin d'être de simples récits. On dépasse l'intrigue et le misérabilisme social qu'on leur incombe souvent, qui n'est pas central de leur film. Ce qui est au centre, c'est la vie elle-même.
tout du moins les événements significatifs qui permettent de symboliser en une synthèse d'1h30 une vie précise. C'est-à-dire que les points de vue sont uniques, c'est ceux des protagonistes centraux, et ça passe à travers justement ce style. Tout ça pour en restituer une sensation. Loin d'être de vulgaires films larmoyants et pessimistes, ces films sont des plongées à cœur ouvert dans la vie des personnages qui, le temps d'un film, deviennent des personnes. Des films, ce sont aussi finalement des films de l'espoir dont émergent, au milieu de la médiocrité humaine, de pures figures du bien. L'infirmière et Igor dans La Promesse, par exemple. Mais surtout des combattants de la vie. Je pense que donc ce qu'on va vraiment étudier à partir de maintenant dans le cinéma des Dardenne, c'est la façon dont il filme des corps, pas des acteurs ni des décors, mais des bouts de réel purement charnels.